Chapitre 8. De charmantes dames. Les jours passaient, nous naviguions toujours vers le sud, gardant la côte en vue. Le ciel restait ensoleillé, un bon vent gonflait les voiles. Une seule fois, le gros temps nous obligea à nous abriter dans un port. Puis, alors que nous nous éloignions des falaises du comté, le tonnerre roula au loin. Un orage demandai-je. Bill Arkwright fronça les sourcils. Non, c'est le bruit d'un canon, du canon. Une pièce de 18, si je ne m'abuse. Une bataille se déroule près de la côte. Espérons qu'elle sera à l'avantage de nos troupes. Les envahisseurs venaient de pays situés à l'est et au sud-est de notre île. C'était étrange de se trouver en même temps si près et si loin du front. Au milieu de l'océan, nous essuyâmes une violente tempête. Le tonnerre explosait au-dessus de nos têtes. Des éclairs fourchus sillonnaient le ciel. Le bateau roulait et tanguait sur une mer écumeuse. Je nous voyais déjà sombrant corps et biens, et je n'étais sûrement pas le seul. Cependant, le capitaine et son équipage surent faire face aux éléments et nous amener sans dommage vers des eaux plus calmes. Il commençait à faire chaud. Enfin, par un détroit que maman appela les colonnes d'Héraclès, nous débouchâmes en Méditerranée, une vaste mer intérieure. Héraclès était un héros grec, n'est-ce pas demandai-je. Oui, un homme d'une force colossale. Regarde cet énorme rocher à bâbord. On l'appelle le rocher de Gibraltar. Héraclès l'a soulevé et l'a jeté ici. C'est l'une des deux colonnes. Je ris. Il aurait fallu être un géant pour accomplir un tel tour de force. Maman me gronda gentiment. Ne ris pas, mon fils. La Grèce regorge d'histoires extraordinaires. Et tu ne saurais imaginer combien d'entre elles sont vraies. Un homme aurait soulevé un rocher pareil? Non, impossible. Pour toute réponse, elle m'adressa un sourire énigmatique. Puis elle me fit signe de la suivre. Cela m'intrigua, car elle ne m'avait pas encore invité dans sa cabine. Avait-elle un secret à me confier? La petite pièce était obscure. Maman alluma une lanterne qu'elle plaça au milieu de la table. Elle me désigna un siège, s'assit en face de moi et déclara. Il est temps que je t'en dise un peu plus sur ce qui nous attend. Merci, cela me perturbait d'être si peu informé. Je sais, Tom, mais il y a bien des choses que j'ignore moi-même, j'en ai peur. Je crains que Lordine n'ait franchi le portail avant même notre arrivée. Je te l'ai déjà expliqué, son surgissement a lieu tous les 7 ans, mais pas à date fixe. On n'a aucun moyen de le prévoir? Pas de façon exacte. Toutefois, à l'approche de ce moment, certains phénomènes se produisent, des signes avant-coureurs, toujours les mêmes. D'abord les bêtes s'enfuient, le ciel prend alors une vilaine teinte jaune, et les tourbillons se forment à l'endroit où le portail doit s'ouvrir. Cette année, 3 jours et 3 heures avant ces manifestations, ou bien Lordine... Attends. Cette année, 3 jours et 3 heures après ces manifestations, ou bien Lordine sera détruite, ou bien nous serons tous morts. Tant de choses dépendaient de l'issue de notre combat. Cette simple idée me glaçait. Avons-nous vraiment une idée, avons-nous vraiment une chance de succès, maman? Oui, mon fils, mais la lutte sera serrée. Dès son apparition sur la plaine de Kalambaka, Lordine n'aura qu'un but, ravager la ville, massacrer ses habitants et s'abreuver de leur sang. Pourquoi continuent-ils de vivre dans cette cité si une telle calamité s'abat sur eux tous les 7 ans? C'est ici qu'ils ont leur foyer et ils sont pauvres. On trouve partout dans la ville... Attends. On trouve partout dans le monde des villages bâtis au pied d'un volcan, sur des terres fréquemment ravagées par les tremblements de terre ou les inondations. Les gens n'ont pas toujours le choix. À Kalambaka, ils savent à peu près quand le danger va survenir, ce qui leur laisse le temps de fuir. Nous allons emprunter des routes encombrées de réfugiés. Certains, hélas, partent trop tard. D'autres sont trop vieux ou trop malades pour voyager. Et cette année, Lordine verra son pouvoir considérablement augmenter grâce au soutien du malin. Les moines eux-mêmes ne seront pas en sûreté dans leur monastère. L'attaque se fera par la terre et par les airs. Les hauteurs de Météora ne forment pas un obstacle pour l'évangile. C'est la mia ailée. Le malin on a fourni à des contingents importants qui combattront aux côtés de Lordine. Mes sœurs, du moins, n'en feront pas partie. Il est leur ennemi autant que le nôtre. Malgré ces perspectives effrayantes, j'étais empli de curiosité. Que se passe-t-il quand le portail s'ouvre? Tu as déjà assisté à ce phénomène? Une fois, une seule fois il y a bien longtemps, avant ma rencontre avec ton père.
Je ne l'ai jamais oublié. D'abord, une colonne de feu d'une circonférence inimaginable s'élève du sol et monte jusqu'aux nuages qui tournent au noir d'orage. Elle s'était peu à peu Elle s'éteint peu à peu pour révéler l'ordre qu'elle contenait. Des pluies torrentielles s'abattent alors et refroidissent les pierres de la citadelle. C'est à ce moment que nous y pénétrerons. Toutes les créatures de l'obscur, s'apprêtant à franchir le portail, ont besoin d'un peu de temps pour s'acclimater au monde extérieur et rassembler leurs forces. Souviens-toi, c'est ce qui s'est passé avec le malin l'été dernier. J'opinais de la tête. Alors que Satan était à mes trousses, ce délai m'avait permis de fuir Pendle et de me réfugier dans la pièce protégée que maman m'avait préparée à la ferme. Nous devons mettre cet avantage à profit, reprit-elle. Pour avoir une chance de réussir, il nous faudra pénétrer au cœur de l'Horde, détruire Lordine et ses troupes avant qu'elle ait recouvré tout leur pouvoir. Il n'y a pas d'autre moyen. Au fil des jours, l'indifférence affichée par l'équipage envers les passagères insolites tournait peu à peu à l'hostilité. La peur et la méfiance s'installaient. Une nuit, un des hommes de quart avait disparu. Cela s'était passé en pleine tempête. Il avait probablement été emporté par une lame. Néanmoins, les marins soupçonnaient les sorcières de l'avoir tué pour étancher leur soif de sang. L'ambiance à bord devenait pénible. Nous avions tous hâte d'arriver à destination. Fidèle à ses principes, l'épouvanteur avait cessé de me dispenser son enseignement. C'est à peine s'il m'adressait la parole. Quant à Alice, il ne lui accordait pas un regard. S'il nous voyait bavarder sur le pont, il claquait de la langue d'un air désapprobateur et s'éloignait aussitôt. Ce fut donc Orkwhite qui se chargea de reprendre ma formation, se concentrant sur l'entraînement physique comme au moulin. Le combat au bâton sur un plancher soumis au roulis et au tangage était une expérience nouvelle pour nous deux. À mesure que nous approchions de la Grèce, la chaleur augmentait. La nuit, l'épouvanteur s'installait sur le pont pour dormir, fuyant la moitié étouffante de la cale. La moiteur étouffante de la cale. Au bout d'un moment, il se remit à me parler. Cela débuta par un signe de tête et une ébauche de sourire. Peu après, nous avions retrouvé le rythme de nos leçons à quotidiennes, si bien que je profitais d'une double formation. Prends ton cahier, petit, me dit-il par une belle soirée sans nuages, alors que nous traversions le détroit d'Ostrante. Quand je fus prêt, il commença. Chipenden, je t'avais promis de t'en dire davantage sur les élémentaux ardents. Ces créatures de feu n'existent pas chez nous, sans doute à cause de l'humidité, même en été. Il se passe rarement une semaine sans que nous soyons gratifiés d'une bonne averse. Le climat chaud et sec de la Grèce leur permet de prospérer. Ce sont des êtres particulièrement redoutables, prenant généralement la forme de sphères incandescentes, transparentes ou opaques. Note bien tout ce que je te dis, car nous aurons à les affronter. Ils surgiront par le portail en même temps que l'ordine. Je plongeai ma plume dans l'encre et me dépêchai d'écrire. J'aurai bientôt grand besoin de ce nouveau savoir. En règle générale, continua mon maître, les opaques sont les plus brûlants et les plus dangereux. Dans un espace fermé, ils flottent près du plafond. Leurs attaques sont fulgurantes et presque impossibles à esquiver. Leur contact inflige des sévères brûlures, souvent mortelles. On a même vu certains réduire leurs victimes en cendres presque instantanément. D'autres, appelés astères, sont munis de 5 tentacules. Leur forme évoque une étoile de mer. Ils grimpent le long des parois, rampent au plafond et se laissent tomber sur ta tête sans crier gare. Dès qu'ils t'ont touché, tu peux te considérer comme mort. Voilà pour les mauvaises nouvelles. Néanmoins, s'il est notoirement difficile de se défendre contre ces créatures, une pièce de métal contenant un pourcentage correct d'argent peut les faire imploser. La lame de notre bâton est particulièrement efficace. D'autre part, l'humidité affaiblit un élémental d'argent ardent, qui se met en état d'hibernation jusqu'à ce que la sécheresse revienne. En cas d'attaque, l'eau offre donc un bon refuge. L'épouvanteur marqua une pause pour me laisser le temps de noter. Quand j'eus terminé, ma curiosité l'emporta sur la prudence. Je n'étais pas sûr qu'il me réponde, mais je posai tout de même la question. Monsieur Grégory, qu'est-ce qui vous a finalement décidé à nous accompagner? Il me foudroya du regard, puis son visage s'assombrit et lorsqu'il parla, ce fut une voix triste et résignée. Ta mère m'a écrit. Elle m'a révélé des choses que j'aurais préféré ignorer, et que je me refusais même à croire. Après avoir lu sa lettre, j'ai longuement débattu avec ma conscience, si longuement que j'ai failli partir trop tard. J'aurais voulu en savoir davantage, mais avant que j'aie pu ouvrir la bouche, un cri tomba du nid de pie. Nous nous levâmes ensemble pour regarder à tribord.
La vigie nous annonçait que la terre était en vue. Or, il s'agissait d'autre chose. Les matelots s'étaient déjà élancés dans les gréements pour mettre au vent jusqu'aux plus petites pièces de toile. Un grand navire avait été repéré à l'ouest, surgissant de l'horizon dans les lueurs du couchant. La Céleste était rapide, pourtant, ce bâtiment l'a gagné de vitesse, toutes voiles déployées, des voiles noires. L'équipage travaillait avec fièvre, mais l'autre navire se rapprochait irrémédiablement. Le capitaine l'examina un moment à l'aide d'une longue vue. Il déclara alors, en malmenant du doigt ses épées favoris: « Des pirates! On n'a aucune chance de les distancer avant la nuit. Et s'il faut se battre, on ne fera pas le poids. » Les flancs du vaisseau pirate étaient hérissés de canons, alors que nous n'en avions que 4, 2 à bâbord et 2 à tribord. Le capitaine avait à peine fini de parler qu'un premier boulet frappait l'eau tout près de nous, envoyant dans les airs une gerbe d'écume. Les flibustiers n'auraient aucun mal à nous envoyer par le fond. Bill Orquite déclara alors tranquillement: « Oh, la situation n'est pas aussi tragique que vous le pensez, capitaine, ne répliquez pas. Nous ne gagnerons pas une bataille à coups de canon, mais on n'en arrivera pas là. Ils n'ont pas l'intention de nous couler, ce qu'ils veulent, c'est s'emparer de la Céleste, nous couper la gorge et nous jeter en pâture aux poissons. Seulement, en nous abordant, ils pourraient avoir une mauvaise surprise. » Avec un sourire sinistre, il m'ordonna: « Descends la cale, Tom Ward, et informe les charmantes dames en bas de la situation. » Je me précipitai aussitôt vers l'écoutille. Je trouvai Grimalkin, assise sur une marche, occupée à aiguiser un de ses couteaux. « Cela fait plusieurs heures que Mab surveille l'approche de ces écumeurs des mers, » m'apprit-elle. « Pour parler franc, nous attendons la bataille avec satisfaction. Voilà trop longtemps que nous sommes enfermés, mes sœurs ont soif de sang. » J'aperçus un peu plus bas quelques sorcières dont les yeux brillaient dans la pénombre. Elles se pourléchaient d'avance, leurs ongles taillés en pointe, leurs lames affûtées. Elles se préparaient avec avidité à déchirer de la chair humaine. De retour sur le pont, je trouvais les 2 épouvanteurs côte à côte, se préparant au combat. Orquite était toujours disposé à faire éclater des crânes. L'imminence de l'action le réjouissait visiblement. Je libérai la lame rétractable de mon bâton et les rejoignis. John Gregory m'adressa un signe de tête approbateur, tandis que Bill m'envoyait une bourrade d'encouragement. Le capitaine et une bonne partie des hommes d'équipage s'étaient alignés entre les mâts, armés de matraques. On devinait cependant qu'ils n'avaient guère envie d'en découdre. Le soutien des sorcières de Pendon n'en serait pas de trop. Malgré la peur et l'excitation qui me desséchaient la bouche, j'étais déterminé à me battre de mon mieux. Une main ferme se posa soudain sur mon épaule. C'était maman. « Non, mon fils, » dit-elle, en m'entraînant à l'écart. « Ne te mêle pas de ça, tu pourrais être blessé et on aura besoin de toi en Grèce. » J'eus beau protester, elle ne voulut rien entendre. Je trouvais injuste de laisser les autres prendre tous les risques. Je détestais être protégé comme ça. Mais, tenu d'obéir à ma mère, je restais à côté d'elle, remâchant ma frustration et ma colère. L'attaque ne se fit pas attendre. Le grand vaisseau nous aborda. Son équipage lança les grappins. Les flancs des 2 bâtiments grincèrent horriblement en se frottant l'un contre l'autre. Des pirates arpentaient le long de leur navire d'un pas fanfaron, avec leurs couteaux, leurs épées, leurs gourdins gardis de pointe. Ils avaient une allure féroce, d'autres nous observaient, perchés dans les gréements comme des vautours. On ne pouvait espérer d'eux aucune pitié. À leurs yeux, nous étions déjà de la viande morte. Or, avant que le premier pirate ait sauté sur notre pont, les sorcières surgirent de la cale, menées par Grimalkin. Elles salivaient d'avance sous leurs capuchons de cuir, et à l'idée du festin qui s'offrait. Elles poussaient des aboiements aigus de chiens de chasse avant la curée. La plus effrayante était Grimalkin, une lame dans chaque main. Elle entraîna la troupe sanguinaire pour établir une ligne de défense. Alice était parmi elles, aussi farouche, aussi résolue que les autres. Le capitaine pirate, un type énorme armé d'un coutelas, fut le premier à franchir le bastingage. Il fut aussi le premier à mourir. Grimalkin lui lança une de ses lames à la gorge. Il eut un air étonné, son coutelas lui glissa des doigts. L'instant d'après, son corps sans vie s'écroulait sur le pont avec un bruit sourd. Ces hommes se lancèrent aussitôt à l'abordage et la bataille s'engagea. Les 2 épouvanteurs étaient postés à l'arrière, le bâton levé. Ils n'eurent pas un grand rôle à jouer, pas plus que le capitaine et ses hommes. Seule une brève partie de l'action se déroula sur notre pont. Après une brève et furieuse escamouche avec les sorcières, les pirates encore valides battirent en retraite vers leur navire. Face à des adversaires aussi inattendus, et après la mort de leur capitaine, ils auraient sûrement préféré prendre la large et nous canonner de loin. Mais leur harpon les retenait à nous.
Avant qu'ils aient pu couper les filins et séparer les deux bateaux, les sorcières étaient montées à l'assaut. Avec des hurlements de bêtes affamées, elles envahirent le bâtiment ennemi. Hey, j'ai un truc dans la gorge. Pardon. Ce fut un massacre. Les sorcières poursuivaient les pirates dans tous les coins, sur les gréements et jusque dans la cale. Ceux qui osaient encore combattre ne résistaient que quelques secondes avant que leur sang ne teinte les planches du pont. Je m'efforçais de suivre Alice des yeux, dans ce carnage, l'estomac contracté par l'anxiété. Le soleil ayant disparu, la lumière baissait rapidement, et je la perdis de vue. Si l'obscurité nous épargnait à présent l'horreur du spectacle, nous entendions toujours les cris d'agonie des pirates et leurs vaines supplications. Maman et moi nous rejoignîmes les deux épouvanteurs. John Gregory gronda, le regard dur. Oh, je n'aime guère rester à l'écart pendant que de telles choses se passent. Je devinais que ces paroles s'adressaient à maman, qui avait choisi les sorcières pour alliés. Toutefois, elle ne répliqua rien. La voix d'Orquite s'éleva alors. C'est une sale affaire, je vous l'accorde, mais combien de pauvres marins ces pirates ont-ils massacrés? Combien de bateaux ont-ils envoyés par le fond? La remarque était juste, et l'épouvanteur ne fit aucun commentaire. Les cris s'éteignaient peu à peu, ils cessèrent bientôt tout à fait. Je savais que, sous le couvert de l'obscurité, les sorcières faisaient provision de sang et d'os, qui serviraient à leur rituel. Je connaissais assez Alice pour être sûr qu'elle ne participait pas à cette récolte macabre. Nous restâmes à l'ancre jusqu'à l'aube. Alors seulement, les sorcières remontèrent à bord de la Céleste, les vêtements couverts de taches sombres. Pour regagner leur refuge, au fond de la cale, je remarquai le contraste entre Mab et Alice. La première, jubilante, ne cachait pas le plaisir qu'elle avait pris au massacre. La deuxième, les bras ballants, affichait une mine écœurée.